L'invité du jour. Monsieur Mohamed Bahnassi, bonjour. Pensez-vous que le droit est le meilleur moyen de contrainte en matière de protection de l'environnement ou existe-t-il d'autres moyens plus souples pour modifier les comportements ou inciter à la modification des comportements? Oui, c'est une question très très pertinente. En fait, le droit reste, si on peut le dire, la pierre angulaire dans un système de gouvernance. Pourquoi ? Parce que quand on est en face d'une crise, d'une urgence, il faut agir vite. Et pour agir vite, on a besoin des normes obligatoires pour provoquer chez les acteurs un changement immédiat. Okay ? Et dans la plupart du temps, on a besoin des normes qui sont assorties parfois des sanctions. La norme est vraiment importante dans l'immédiat et le moyen terme parce qu'on peut gérer une crise de manière plus ou moins efficace. À long terme, il faut accompagner bien sûr les lois par d'autres mesures pour qu'on puisse mettre en place un système de bonne gouvernance viable et durable. Et dans ce sens, il y a un certain nombre de mécanismes qu'on peut bien sûr développer. D'abord, il faut renforcer les capacités des acteurs à gérer le défi climatique et s'adapter avec ce défi. Et pour renforcer ces capacités, il y a un certain nombre de conditions à satisfaire. Par exemple, éduquer les gens, développer les revenus des zones rurales, maintenir les infrastructures, adapter les infrastructures avec le risque climatique, développer l'implication d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine, comme par exemple les chercheurs, les acteurs des médias, les systèmes éducatifs, etc. En même temps, renforcer la démocratie locale pour permettre à tous les citoyens de participer à la prise de décision en amont et en aval. Et donc, c'est ce qu'on appelle maintenant la démocratie environnementale. C'est très fort parce que protéger l'environnement exige également de te transformer. Il y a également une autre chose, c'est de viser les acteurs clés, comme par exemple les entreprises, et de transformer leurs pratiques dans le domaine de la production, de la commercialisation et dans leur rapport avec tout ce qui est environnemental. Et là, on peut viser sur le développement de l'éthique des affaires selon des approches soft, pas forcément des approches qui sont imposées du haut vers le bas. Et donc, vous voyez, un système de gouvernance efficace, viable, est composé d'un certain nombre d'éléments. La norme, les lois ne sont qu'un élément parmi d'autres, bien qu'il soit très nécessaire et vital, parce qu'on ne peut pas compter toujours sur la bonne volonté des acteurs. Parfois, on se réfère à la culture de la responsabilité sociale d'entreprise. C'est une culture qui est très importante, mais qui reste volatile. Par exemple, il y a des entreprises qui sont très performantes sur le plan de la responsabilité sociale, mais là où il y a une crise économique, où la réputation de l'entreprise n'est plus importante pour l'entreprise elle-même. Prenons l'exemple des entreprises qui font le monopole, ils ne se soucient pas toujours de leur réputation parce que le citoyen est obligé d'acheter leurs produits. Donc il faut travailler simultanément sur un certain nombre de fronts, et le droit, à mon sens, pas parce que je suis juriste, reste la pièce maîtresse d'un système de gouvernance, parce que sans ces normes, le changement des comportements, des valeurs et des attitudes des acteurs prendra beaucoup de temps. Et face à une urgence écologique, à une crise immédiate, on ne peut pas toujours compter sur les bons freins. Certains États appellent à la création d'un tribunal international de justice climatique. Est-ce une bonne idée et est-ce que c'est faisable ? D'autant plus que l'accord de Paris, qui se veut contraignant, ne prévoit pas de sanctions contre les pays qui ne respecteraient pas leurs engagements.
Oui, vous savez, la mise en place d'une Cour internationale de l'environnement, de manière générale, et climatique de manière particulière, c'est un débat qui remonte aux années 70 et il est encore largement théorique et doctrinal. Et donc, malgré qu'on a mis en place, par exemple, la Cour pénale internationale, vous avez déjà une idée sur la difficulté de mettre en pratique, cette institution. La contrainte la plus vraiment, dure pour aller dans ce sens, c'est qu'on est en face de la souveraineté des États. Les États sont encore jaloux sur leur souveraineté, donc ils n'acceptent pas qu'une instance supranationale puisse prendre des décisions, des jugements vis-à-vis de ces États, et même parfois de leurs multinationales qui sont protégées, parce que cela est interprété de manière politique comme une atteinte à leur souveraineté, une ingérence. Mais à mon sens, ça reste quand même très important sur le poids symbolique. Parce que accuser par exemple un pays donné, une multinationale donnée qui appartient à un pays donné, a un effet très très, dur sur leur réputation, leur image au niveau international. Et donc il y a un risque de réputation. Et si je me réfère à l'exemple de l'OMC, c'est presque l'instance modèle qui a connu, qui a développé un système de règlement de différends qui s'appelle ORT, où les jugements pris par cet organisme sont toujours respectés par les pays développés, les pays en voie de développement. Mais dans le domaine du commerce, les choses sont différentes parce que les pays développés ont un intérêt à garder le système commercial international tel quel, parce qu'ils bénéficient bien sûr de ce système, donc ils doivent toujours donner l'exemple à d'autres pays sur le respect de la légitimité de l'OMC et de ses décisions. Dans le domaine de l'environnement, malheureusement, on n'a pas encore une organisation internationale qui ait toute la légitimité d'imposer sa volonté aux États. On a le programme des Nations Unies pour l'environnement, mais il n'est pas suffisamment légitime pour être, pour donner le backup à une Cour internationale de l'environnement ou de changement climatique. Donc, les choses sont purement politiques. Dans quelques jours, le Maroc va accueillir la COP 22. Est-ce que les juristes vont intervenir durant les négociations? Est-ce qu'ils ont une force de proposition? En fait, là, il faut faire des nuances, parce que la composition des délégations de chaque pays, surtout dans les COP, elle est complètement différente de la composition des autres délégations. Premièrement, les délégations des pays développés sont régulièrement composées de différents profils. Et donc, les experts qui représentent un certain nombre de domaines et de disciplines très 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 importantes dans le domaine du climat sont représentés dans ces délégations et fournissent bien sûr des conseils, des orientations pour les représentants officiels. Par contre, les délégations des pays en voie de développement ou des pays moins avancés restent une composition très médiocre, largement dominée par les représentants des politiques, et donc dans la plupart du temps ils n'ont pas cette capacité à dégager des propositions ou à rafraîchir un petit peu le processus de négociation, parce qu'ils manquent de capacité bien sûr à le faire. Mais ça n'empêche, si on prend l'exemple d'un certain nombre de pays comme le Maroc, ça n'empêche que certaines délégations des pays du Sud ont réussi à façonner les résultats des COP, surtout dans le passé. Un certain nombre de principes
qui ont été repris par le droit international de l'environnement et du changement climatique ont été bien sûr proposés initialement par les pays en voie de développement, et le Maroc était parmi les pays qui a joué un grand rôle dans ce sens. Donc on ne peut pas sous-estimer parfois. Et il y a également un autre aspect, c'est que les délégations représentant les pays dans le processus de négociation ne travaillent pas toujours de manière isolée. Donc il y a toujours ce mécanisme d'alliance qui permet aux délégations des pays du Sud de renforcer leur capacité vis-à-vis des pays du Nord. Et en même temps, la même chose se passe au niveau de l'interaction entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Parce que dans ces COP, il y a ce qu'on appelle des forums parallèles qui sont animés par des centaines, voire des milliers de représentants de la société civile, des communautés scientifiques, des mouvements transnationaux, etc. Et donc, ces acteurs fournissent parfois l'expertise demandée qui aide bien sûr les délégations officielles à jouer un rôle très important, surtout pour les pays du Sud. Donc ils jouent un rôle très important au niveau du renforcement des capacités de ces délégations au niveau des COP. Monsieur Mohamed Behnassi, je vous remercie de m'avoir accordé cette entrevue.